Bonjour, bienvenue pour un détour littéraire de Catherine Cholez. Aujourd'hui, cette petite baguenaude littéraire et livresque va prendre les chemins particuliers d'une quête inédite. J'ai un élève de seconde, Nathan, qui m'a fait une demande très particulière. Il souhaitait connaître les livres essentiels à avoir lus pour une entrée en première. Et là, le professeur reste quoi? Pourquoi? Eh bien parce que c'est une question intéressante et courageuse à laquelle le professeur ne peut pas ne pas répondre. Mais c'est surtout une question extrêmement difficile à satisfaire. Eh oui, parce qu'elle répond à un certain nombre de critères. D'abord, ça fait appel à votre investissement, votre propre investissement, à chacun en français. Ensuite, ça dépend de vos caractères, ça dépend de votre goût, ça dépend aussi de vos habitudes de lecture. Et là, j'attaque un terrain extrêmement difficile. Ça dépend aussi de votre temps de lecture. Combien de temps consacrez-vous à la lecture? Et là, je m'attends à entendre les sirènes de la jeunesse retentir. Sorti, sorti, toudoudou, sorti, Fortnite, trop cool, trop pas cool. Ah non, pas envie. Ah non, pas disponible. Ah non, pitié, pas la lecture. Combien de pages, madame? Ah! Je m'arrête. Stop. Lire, c'est top. C'est même le top of the pop. C'est le départ immédiat de tous les mondes possibles, et ça, sans aucun artifice dangereux pour la santé. Parce que lire, c'est vivre en liberté, avec soi-même, même en période de confinement. Lire, c'est aller jusqu'au bout de l'horizon. Eh oui, c'est tout ça à lire. Donc, je me calme. Je reviens à moi-même. Donc, j'ai réfléchi et je me suis dit, il y a donc plusieurs petites choses quand on veut passer de la seconde à la première, à savoir. La première, ayez bien en tête deux choses. La notion de genre. Genre, c'est quoi? C'est la catégorie qui permet de classer les œuvres selon leurs caractéristiques communes. Je m'explique. Quand on parle de théâtre, le théâtre, ce ne sont que des dialogues. Eh bien, tout ce qui est théâtre, on va le placer dans un grand sac. D'accord? Tout ce qui est dialogue, on va le placer dans un grand sac. C'est la catégorie, ce qu'on appelle la catégorie théâtre. Et dans cette catégorie, forcément, on aura la tragédie, la comédie, le théâtre de boulevard, le théâtre de l'absurde, etc. On a 4 grands genres. On a le roman, théâtre, poésie, argumentation, avec des sous-genres, bien évidemment. En gros, c'est ça. Deuxième point à savoir absolument, c'est ce qu'on appelle les registres. Et là, j'ai très peur. Parce que le mot registre est polysémique et qu'on emploie aussi le mot registre en grammaire quand on parle de registre de langue. J'ouvre une parenthèse, vous savez, c'est ma ponctuation préférée. Polysémique, ça veut dire qu'il y a plusieurs sens. Registre, c'est un mot polysémique, c'est un mot qui a plusieurs sens. Donc en grammaire, on parle de registre de langue. Par exemple, si je dis chaussure, c'est registre courant. Si je dis coturne, c'est soutenu. Si je dis godasse, c'est familier. Mais nous ne parlons pas de ce registre-là. Nous parlons du registre littéraire, qui est un mot à comprendre un petit peu avec le sens de tonalité. Alors c'est quoi le registre en français? C'est l'émotion qui se dégage d'un texte. Cette émotion, ça peut être le rire, c'est le comique. Ça peut être la souffrance, c'est le pathétique. Ça peut être on peut parler de mort, c'est le tragique. Cette émotion, ça peut être aussi des émotions formidables. C'est ce qu'on appelle le lyrique. Si il y a la mélancolie, on parle d'élégiaque. Quand il y a des combats, on va parler d'épique. Si on dresse un portrait élogieux, on va parler d'épidictique. Si c'est un blâme, on parle aussi d'épidictique. Mais on distingue éloge et blâme. On a le fantastique, on a le satirique, etc. Ces deux choses, il faut les connaître. Être capable de classer les œuvres que vous avez lues dans les genres, être au point là-dessus, et puis être capable aussi, quand vous avez certains textes, d'être capable de dire, tiens, ça c'est le registre comique, ça c'est le registre pathétique, être capable de distinguer ça vous aide énormément, ça va vous aider notamment pour tout ce qui est vos commentaires. Je ferme la parenthèse. Et je vais attaquer, donc, si vous le voulez bien, je vais attaquer ma petite liste de livres. Alors, ma petite liste de livres, la petite baguenaude littéraire que je vais vous proposer n'engage bien évidemment que moi-même et que mon appétence de lectrice. J'ai cependant essayé de penser à la jeune adolescente. Bah oui, moi aussi j'ai été adolescente, moi aussi j'ai eu 16 ans, ça m'est arrivé un jour. Que j'étais et les difficultés de lectrice que j'ai rencontrées parce que comme vous, j'ai rencontré aussi des difficultés de lectrice. Et j'ai vraiment essayé de choisir mes œuvres en fonction de ça. Alors,
J'ai voulu tout de suite tricoter un lien avec Candide, puisque vous savez que j'aime tricoter des liens, c'est une force de pouvoir tricoter des liens, etc. Et je me suis dit, mais zut, dans ma première bague d'Aude, je n'ai pas parlé de Zadig ou la destinée de Candide, le livre qui a été écrit juste de Voltaire, pardon, le livre qui a été écrit juste avant Candide. Alors, il est intéressant parce que Zadig, ça veut dire le véridique en arabe, le juste en hébreu. Il aime la belle Sémire. Et Zadig est beau, il est jeune, il est riche, il a tout pour lui et il a l'amour de la femme qu'il aime. Malheureusement pour lui, le méchant Orcan, neveu d'un ministre, aime aussi Sémire. Et ils vont se battre, tous les deux, Orcan et Zadig. Zadig va être gravement blessé, il va être éborgné. Et là, patatras. À ce moment-là, Sémire n'en veut plus, elle va partir avec Orcan, elle va le laisser. Zadig va épouser la belle, comment s'appelle-t-elle? Azora. Azora veut dire la brillante en arabe, Zora, c'est la Vénus. Hein. Mais la belle Zora, alors elle est bien née, elle a tout ce qu'il faut, ils vont se marier, mais elle aime les jeunes hommes et elle va partir avec d'autres jeunes hommes. Et à partir de là, la vie de Zadig, Zadig va partir à l'aventure et de chapitre en chapitre, Zadig va s'affronter à la vie, à la vraie vie. Là, vous pouvez reprendre tout ce que j'ai dit sur Candide. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 19 chapitres dans Zadig et il y en a 4. J'attire votre attention, faites des liens avec Candide. La femme battue, je pense à la vieille femme de Candide. L'esclavage, je pense au chapitre 19 de Candide. Le bûcher, je pense à l'autodafé de Candide. Et les combats, je pense à la guerre abare de Candide. Donc voilà. Petit lien, 18e, Zadig, Candide. À partir de là, je vais passer carrément au 19e siècle et je vais vous conseiller des œuvres plutôt classiques, mais que j'ai choisies, que j'ai essayé de bien choisir. Je vais vous proposer, et je ne l'ai pas mis tout en haut, je vais vous proposer d'abord un Maupassant. Et chez Maupassant, alors il y en a plein, Maupassant, hein, vous lisez ce que vous voulez, mais il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Bel-Ami de Maupassant. Pourquoi roman d'apprentissage par excellence, hein, un jeune homme, un petit peu plus vieux quand même que Candide, hein, qui va partir à la conquête de Paris. Alors, je l'avais intitulé sur mes feuilles du roi, D-U-R-O-Y, à du D-U, plus loin, roi, R, majuscule, O-Y, c'est le parcours du personnage. C'est un beau garçon sans le sou, c'est un ancien sous-officier, il a quitté l'armée. On le découvre tout au début du roman, il vient juste de sortir d'un petit restaurant où il a mangé un petit frichti. Il paye avec quelques pièces, il n'a pas dû manger grand-chose. Et on le voit partir à la conquête de Paris. C'est surtout à la conquête des femmes, il plaît beaucoup aux femmes et il va utiliser les femmes pour gravir les marches de la société dans le journalisme, un espèce de journalisme people qui consiste à coincer les affaires sulfureuses des grands de ce monde ou les affaires un peu bizarres, financières bizarres. Voilà, c'est ça, c'est un espèce de journaliste people, les affaires véreuses, voilà, je cherchais le terme, les affaires véreuses des people de l'époque. Et il va réussir, bien sûr, pensez bien, hein, à chaque femme une étape, et l'étape suivante, la femme d'avant sera reléguée dans les affres de l'histoire. Je vais juste vous lire 2 petits passages parce que je crois que quand on essaye de conseiller, quand on incite les gens à lire, il faut lire. Il marchait ainsi qu'au temps où il portait l'uniforme des hussards, la poitrine bombée, les jambes un peu entr'ouvertes comme s'il venait de descendre de cheval. Il avançait brutalement dans la rue pleine de monde, heurtant les épaules, poussant les gens pour ne point se déranger de sa route. Il inclinait légèrement sur l'oreille son chapeau haute forme assez défraîchi et battait le pavé de son talon. Il avait l'air de toujours défier quelqu'un, les passants, les maisons, la ville entière, par chic de beaux soldats tombés dans le civil. Ça, c'est le début. Je vais vous lire l'avant-dernier paragraphe, c'est très très court. On est à la fin du roman. Puis, relevant les yeux, il découvrit là-bas, derrière la place de la Concorde, la chambre des députés. Et il lui sembla qu'il allait faire un bond du portique de la Madeleine au portique du Palais Bourbon. Tout est dit. Un Maupassant, je vous conseille Bel-Ami de Maupassant. Ensuite, je vais vous conseiller un Flaubert. Tant qu'à faire, un Flaubert. Alors, Madame Bovary, non.
Parce que personnellement, en tant que lycéenne, j'ai détesté Madame Bovary. J'ai eu du mal à le lire, j'ai eu du mal à le finir, j'ai eu du mal à le travailler, j'ai eu du mal à l'apprendre. Madame Bovary, c'est un livre qui nécessite un peu de maturité, un peu d'expérience. Il faut être un petit peu patiné par la vie pour lire Madame Bovary, à mon avis. Il faut aussi avoir quelques heures de lecture derrière soi. Et puis, Madame Bovary, je dois mon amour de Madame Bovary à mes maîtres universitaires, mais j'avais 20 ans bien tapé. Et puis Madame Bovary, c'est merveilleux à la relecture. Alors non, je vais plutôt vous conseiller l'époustouflant Salammbô de Flaubert. C'est le livre qu'il a écrit juste après Madame Bovary. Il a mis 5 ans à l'écrire, il a eu beaucoup de mal. Et là, c'est un véritable voyage dans le temps. Nous sommes au moment de la première guerre punique, 200 siècles avant Jésus-Christ. Nous sommes au moment où les mercenaires barbares s'attaquent à Carthage. La première guerre punique vient de se terminer. Il y a un grand festin qui se passe dans les jardins du général Hamilcar. Et là sont présents les chefs barbares. Et la merveilleuse Salammbô arrive dans les jardins. Et au moment où elle arrive, Mato le Libyen et Narr'Havas, les 2 chefs mercenaires, tombent tous les 2 amoureux de Salammbô. Et donc, pense tout simplement à se dire, écoutez, on va refaire la guerre à Carthage et le vainqueur prendra le cœur de Salammbô. C'est alors registre épique, hein. Il y a des scènes de combat terribles, c'est d'une violence pas possible, ça vous prend aux tripes. C'est ce que j'appelle des romans tripiales. Ça vous prend aux tripes. L'écriture est incroyable, la puissance de l'écriture, la force, les scènes de combat sont terribles. Je vous en lis 2-3 lignes. Avec la pointe des lances, les Grecs, en piquant les chevaux aux naseaux, les firent se renverser sur leur maître. Les esclaves qui devaient lancer des pierres les avaient prises trop grosses. Elles retombaient près d'eux. Qu'à cela tienne, les fantassins puniques, en frappant de taille avec leurs longues épées, se découvraient le flanc droit. Les barbares enfoncèrent leurs lignes. Ils les égorgèrent à plein glaive. Ils trébuchaient sur les moribonds. Et les cadavres, tout aveuglés par le sang qui leur jaillissait au visage, ce tas de piques, de casques, de cuirasses, d'épées et de membres confondus tournait sur soi-même, s'élargissant et se serrant avec des contractions élastiques. Tout est comme ça, formidable. Donc, ça c'est pour mon premier Flaubert. Un deuxième Flaubert, inattendu aussi, comme d'habitude, atypique, moins connu. Ça s'appelle Voyage en Bretagne par les champs et par les grèves. Je vous l'ai choisi tout simplement parce que ce voyage en Bretagne, vous savez que nous sommes en période de confinement, pour l'instant nous confinons chez nous, mais bientôt nous allons être obligés de confiner en France, jusqu'à ces merveilleuses rives. Alors ça n'a rien à voir avec Salammbô. Ça se lit par petits bouts, ça se picore, ça se détaille, c'est un livre qui se lit par petites touches. Puis alors, là je sors, il vient de parler de Carnac, et puis il y a plein de petites remarques qui m'amusent. Alors là, j'ai trouvé ça très mignon, quelques lignes. Vous rappelez-vous souvent, en traversant un village le matin quand le jour se levait, avoir aperçu quelques bourgeois ouvrant ses auvents ou balayant le devant de sa porte, et qui s'arrêtaient, bouche béante, à vous regarder passer. À peine s'il a pu distinguer votre visage, ni vous le sien, et dans cet éclair pourtant tous les 2 au même instant, vous vous êtes ébahis dans un immense étonnement. Il se disait en vous regardant fuir, où va-t-il donc celui-là? Et pourquoi voyage-t-il? Et vous qui couriez, mais qu'est-ce qu'il fait là? Hein, disiez-vous? Est-ce qu'il y reste toujours, devant sa devanture? Ah, c'est mignon, voilà. À lire, à découvrir, soyez curieux. Donc, un Maupassant, Bel Ami, 2 Flaubert, Salammbô et Voyage en Bretagne, un Zola. Alors là, vous allez me dire, madame, on voudrait Germinal. Oui, lisez Germinal. Mais personnellement, il y en a un que j'adore de Zola. C'est Au bonheur des dames. Pourquoi? Nous sommes en plein Second Empire. Et Paris se modernise. Il va devenir la capitale de la mode et du luxe que nous connaissons maintenant. Et les boutiques, on assiste au niveau des boutiques à la création de ce qui va se passer, les grands magasins. Avec un commerce de Mars, des devantures, des publicités, une dynamique implacable, etc. Et puis, plus de place pour les petits, uniquement de la place pour le fric, se faire du fric, la conquête des marchés. C'est tout à fait ça, c'est-à-dire que c'est ce que nous avons, ce que nous vivons maintenant, au bonheur des dames. Juste un petit passage, quelques lignes.
En décuplant la vente, en démocratisant le luxe, il devenait un terrible agent de dépenses, ravageait les ménages, travaillait au coup de folie de la mode, toujours plus cher. Et si chez eux, la femme était reine, adulée et flattée dans ses faiblesses, entourée de prévenance, elle y régnait en reine amoureuse, dont les sujets trafiquent et qui paye d'une goutte son sang chacun de ses caprices. Une goutte de son sang, pardon, chacun de ses caprices. Alors, lisez Au bonheur des dames. Alors, un Stendhal, oui, un Stendhal. Alors, pour une fois, j'ai fait la prof. Vous savez que Stendhal, le rouge et noir est au programme de première. Votre prof a le choix entre 3 œuvres. Vous pouvez tout à fait l'étudier l'année prochaine, pourquoi pas. Donc l'histoire de Julien Sorel, un jeune garçon qui vient de province. Son papa était charpentier, un brusque, rude. Alors lui, il aimait lire, ça ne fonctionnait pas. Il va essayer de partir, il est ambitieux, il est cultivé, il va essayer de partir à la conquête du monde lui aussi, mais il va être dépassé par ses sentiments et ses histoires d'amour qui vont le mener au désastre. Pourquoi pas relire le Rouge et le Noir? Alors, j'aime souvent les débuts et les fins de romans. Ici, c'est une fin extraordinaire. Madame de Rênal, c'est le grand amour de sa vie. Je vous lis les 3 dernières lignes, c'est intense et extraordinaire. Madame de Rênal fut fidèle à sa promesse. Elle ne chercha en aucune manière à attenter à sa vie. Mais 3 jours après Julien, elle mourut en embrassant ses enfants. C'est une fin absolument improbable. Elle mourut en embrassant ses enfants. Plus personne n'écrit comme ça maintenant. Bon, un Stendhal. Donc, je récapitule. On a un Maupassant, on a 2 Flaubert, on a un Stendhal. Je vais arriver à Victor Hugo. Victor Hugo, il faut tout lire dans Victor Hugo. Tout est chouette, tout est beau, tout est puissant, tout est profond, que ce soit ses discours, que ce soit sa poésie, que ce soit son théâtre, que ce soit ses romans. Mais s'il y a une chose, si vous avez le temps, s'il y a une chose qu'il faut lire en version intégrale, ce sont Les Misérables. D'accord, je les ai relus il y a 3 ans, l'été, il y a 3 ans. Je suis en train de les relire là. Les Misérables. Incontournable, inestimable, incroyable, formidable, inoubliable. Une somme d'humanisme et de réflexion sur la société de son temps, avec des thèmes nouveaux. Les thèmes des femmes, les thèmes de l'enfance, de l'enfant, les conditions de travail, bien sûr la condition ouvrière, bien évidemment, la misère sociale, le thème de la justice, le thème de la rédemption, tout y est. Juste une toute petite chose, chapitre 11, le début du chapitre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Fantine? C'est la société achevant un cadavre. À qui? À la misère, à la faim, au froid, à l'isolement, à l'abandon, au dénuement. Marché douloureux, une âme pour un morceau de pain. La misère offre, la société accepte. Il faut lire absolument Victor Hugo. Voilà. Donc, les 2 tomes de Victor Hugo, voilà. En complément à Victor Hugo, allez, je me suis dit, je termine par la fin de siècle, fin du 19e. On n'y pense pas souvent, ça se lit très bien. C'est un roman plutôt moderne dans son écriture. Un Jules Vallès. C'est là aussi le thème de l'enfance maltraitée. Je vais juste lire la dédicace à tous ceux qui crèvent d'ennui au collège ou qu'on fit pleurer dans la famille, qui pendant leur enfance furent tyrannisés par leurs maîtres ou rossés par leurs parents. Je dédie ce livre, Jules Vallès. Il a fait l'enfant, le bachelier et l'insurgé. C'est un thème qu'on peut mettre en lien avec Les Misérables, roman d'apprentissage qu'on peut mettre en lien aussi avec Candide. Et puis c'est un livre qu'on pourra mettre en lien avec les romans que je vais vous proposer, les romans du 19e siècle que je vais vous proposer. Voilà. Alors en devoir, bah oui, parce qu'il y a toujours des devoirs. Avec les profs, nous ne sommes pas des gens originaux, sinon ça se saurait. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire vos propres choix de lecture, de faire vos propres lectures et vos propres découvertes. Ne subissez pas vos vies, ne subissez pas vos lectures. Soyez riches de vous-même et des autres. Portez-vous bien. À bientôt, bon détour pour de nouveaux détours. À très bientôt. Et surtout, bonne lecture. Au revoir.